Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous restez chez vous. Bienvenue sur ma chaîne avec une autre vidéo comment interpréter un télé-thorax. Pour avoir une image thoracique, on projette des rayons X qui traversent le thorax d'arrière en avant. Le patient doit être en position debout, sauf s'il ne peut pas. Par exemple, qu'il est polytrauma ou bien tétraplégie, donc on le fait en décubitus. Et pour les incidences, on a l'incidence de face, profil, décubitus latéral et oblique. Chaque incidence a un intérêt pour détecter une anomalie ou bien pour le bien préciser et localiser. Maintenant pour l'image thoracique, il fait du contenant et contenu. Pour le contenant, on a la paroi thoracique, le cache thoracique et les muscles intercostaux et les plèvres pariétales et viscérales. Le contenu fait de parenchyme pleural et le médiastin. En détaillant le parenchyme pleural, on a deux poumons, droite et gauche, divisés en lobes. 3 lobes à droite et 2 lobes à gauche, qui correspondent aux déviations de l'arbre trachéobronchique. La trachée se divise en deux branches principales. L'une droite, qu'elle est plus courte par rapport à l'autre gauche. Et chaque branche principale se divise à son tour pour donner des branches lobaires. À droite, branche lobaire supérieure, moyen et inférieur, et à gauche, branche lobaire supérieure et inférieure. Et aussi, chaque branche lobaire se divise en des branches segmentaires. À droite, la lobaire supérieure va donner la segmentaire apicale, antérieure et postérieure. Et pour la lobaire moyenne, elle va donner la segmentaire latérale et médiale. Et pour la lobaire inférieure, elle va donner le pyramide basal, la segmentaire supérieure, basomédiane, basolatérale et antérieure postérieure. Pour la gauche, la lobaire supérieure va donner la segmentaire apicale, postérieure, antérieure et la lingulaire supérieure et inférieure. Et pour la lobaire inférieure, elle va donner la segmentaire supérieure, antérieure, postérieure, latérale et médiale. Et comme ça, on obtient la segmentation pulmonaire. À droite, les deux lobes supérieurs et moyens, ils sont séparés par la petite fissure qu'elle est horizontale. Et à gauche, les deux lobes supérieurs et inférieurs, ils sont séparés par la grande fissure qu'elle est oblique. Et comme une remarque, à gauche, la partie lingulaire et de la lobe supérieure correspond à la lobe moyen droit. Pour interpréter un télothorax, il faut qu'il soit en bonne qualité. Et on détermine la bonne qualité par des critères. La première, la symétrie. On peut dire que ce télothorax est symétrique quand les deux bords internes de la clavicule sont en équidistance par rapport à la ligne des épineuses. La deuxième critère, la pénétrance. On peut dire que ce cliché est bien pénétré quand on peut visualiser les 4 premiers vertèbres thoraciques. Le cliché qui est trop pénétré, on voit les poumons plus clairs, noirs. Et le cliché qui est peu pénétré, on voit les poumons opaques. La troisième critère,
et l'accentrage. On peut dire que ce cliché est bien centré quand on peut voir tous les deux hémithorax, l'apex, les cul-de-sac, etc. La quatrième critère, l'inspiration profonde. Dans ce cas, on peut voir les 6 arcs antérieurs. Dans le 16e, croise l'hémicoupoles diaphragmatique en son milieu. Les arcs antérieurs sont obliques de dehors en dedans et les postérieurs sont obliques en dedans en dehors. La critère numéro 5 est dégagement des omoplates. Et la 6e, la position debout. On peut vérifier cette position par la présence de la poche à air gastrique, qui est inconstante. L'absence d'un critère ou plus va fausser la lecture. Et plein de lésions ne seront pas visibles. On ne s'intéresse pas beaucoup par le téléthorax de profil, mais il faut savoir que cet espace rétrosternal doit être clair. D'abord, le téléthorax doit être identifié, daté et de bonne qualité. On vérifie l'orientation droite et gauche par la présence de la poche à air gastrique à gauche. L'hémicoupole diaphragmatique droit est plus haut par rapport au gauche et le île gauche est plus haut par rapport au droit. Aussi à gauche, on a la bouton aortique et l'arc inférieur du cœur gauche, il est allongé. On fait l'analyse de gauche vers la droite et de haut en bas et de l'extérieur à l'intérieur. On commence par le contenant, la squelette, les parties molles extrathoraciques, les plèvres, les hémicoupoles diaphragmatiques et les cul-de-sac. Après, on passe au contenu, les champs pulmonaires et le médiastin. La silhouette cardiaque est formée par des arcs. À droite, l'arc supérieur correspond aux 20 caves inférieures et l'arc inférieur correspond aux oreillettes droites. À gauche, l'arc inférieur correspond au ventricule gauche, l'arc supérieur correspond au bouton aortique et pour l'arc moyen, le tiers inférieur correspond aux oreillettes gauche et le 2 tiers supérieur correspond à l'artère pulmonaire. Maintenant, dans le téléthorax pathologique, en cas d'une anomalie, on doit premièrement préciser sa nature. Est-ce qu'elle est opacité ou bien clarté ou bien mixte? Et on doit préciser sa densité. Est-ce qu'elle est dense ou bien très dense, peu dense? Et est-ce qu'elle est homogène ou bien hétérogène? Quand on voit la bronchogramme aérique, on ne dit pas que notre opacité est hétérogène, non, elle est homogène. Aussi, on doit préciser son siège. Est-ce que notre anomalie est située au tiers supérieur ou bien moyen ou bien inférieur de l'hémichon ou bien de l'hémithorax? On dit l'hémichon, c'est l'anomalie est parenchémateuse et on dit l'hémithorax quand elle est pariétale, par exemple. Aussi, on précise, est-ce que cette anomalie est apicale, rétroclaviculaire, sous-claviculaire, axillaire, hilaire, parahilaire, paracardiaque, inter-iléo-axillaire ou bien de l'angle cardio-phrénique. On détermine sa forme. Est-ce qu'elle est ronde, ovalaire, triangulaire, en plage? Et sa dimension aussi. Pour calculer les dimensions, on prend chaque arc costal 1 cm à peu près et chaque espace intercostal de 1,5 à 2 cm. On décrit aussi ses limites. Est-ce que notre anomalie est bien limitée ou bien mal limitée? Ou bien ses limites sont floues? Ses contours, est-ce qu'ils sont réguliers ou bien irréguliers?
et ses rapports avec le médiastin et avec la paroi et le diaphragme. Et pour les étudier, on va utiliser des signes radiologiques et aussi on va calculer l'angle de raccordement pour bien préciser le siège de l'anomalie. Je vais les détailler après. Aussi, quand on décrit une anomalie, on décrit aussi les autres signes radiologiques associés. Et les signes radiologiques indirects, ça nous aide beaucoup pour l'approche diagnostique. Par exemple, on a une opacité. On a beaucoup de diagnostics qu'on peut évoquer. Mais si on a des micronodules satellites de cette opacité, on va penser beaucoup plus aux tuberculoses. Autre exemple, si on a une opacité homogène diffuse sur tout le champ pulmonaire. On est orienté beaucoup plus vers deux diagnostics, la téléctasie ou bien l'épanchement pleural de grande abondance. Et pour préciser quelle est notre anomalie, on doit voir les signes associés. Si on a refoulement, donc on est devant un épanchement pleural de grande abondance. Et si on a des attractions, donc on est devant une atélectasie de tous les méchants. On dessine une ligne qui passe par la paroi thoracique ou bien par le médiastin. Et on dessine le tangente. Dans ce cas, on obtient des angles ouverts par rapport au parenchyme sain. Donc cette anomalie est médiastinale et l'autre, elle est pariétale, bien pleurale. On fait la même chose avec l'autre anomalie. D'abord, et ensuite le tangente. Donc, on obtient deux angles aigus. Donc, cette opacité et cette opacité, elles sont parenchymateuses. Le premier signe, le signe de la silhouette. Il s'applique avec la silhouette cardiaque. Si l'opacité a de mêmes tonalités dans ses limites, efface les bords du cœur, donc cette anomalie est de siège antérieur parce que le cœur est en antérieur. Et au contraire, si n'efface pas, donc elle est en arrière. Le deuxième signe est le défilé cervico-thoracique. Si le bord supérieur d'une opacité médiane est visible au-dessus de la clavicule. Donc, cette opacité est de localisation postérieure ou moins à une composante postérieure. Sinon, elle est antérieure. Pourquoi? Parce que les parties postérieures sont plus hautes que celles antérieures. Le troisième signe radiologique est le signe thoraco-abdominal ou bien d'iceberg. Par ce signe, on précise que cette opacité, est-ce qu'elle est thoraco-abdominale ou bien exclusivement thoracique. Si les bords d'une opacité thoracique inférieure est silhouettée par l'air à travers le diaphragme, donc notre opacité est thoracique. Par contre, si son bord est interrompu, donc notre anomalie est thoraco-abdominale. Il s'applique aussi pour les opacités médiastinales inférieures. Si les contours externes de l'opacité s'écartent du rachis en traversant le diaphragme, donc notre anomalie est thoraco-abdominale. Par contre, si son contour le rejoint,
donc elle est thoracique. Le quatrième principal signe radiologique est le signe des niveaux. Par ce signe, on peut confirmer que notre anomalie, est-ce qu'elle est pleurale ou bien parenchymateuse. Il s'applique sur les anomalies hydroaériques. On mesure la longueur du niveau horizontal qui sépare l'air du liquide sur le cliché de profil et de face. Si on obtient la même longueur, donc l'anomalie est intraparenchymateuse. Sinon, elle est pleurale. Premièrement, le syndrome alvéolaire. C'est l'atteinte des alvéoles et des bronchioles terminales. Ils sont comblés par les liquides, puis cancer, polynucléaire, etc. Radiologiquement, le syndrome alvéolaire est représenté par une opacité dense et généralement homogène, plus ou moins un bronchogramme aérique, parce que les bronches ne sont pas atteints. L'image peut être systématisée, par exemple par la petite césure, ou bien non systématisée. On le voit en cas d'OAP ou bien pneumonie alvéolaire, par exemple. Le deuxième syndrome radiologique est le syndrome interstitiel, qui est l'atteinte de tissu de l'interstition. Radiologiquement, il est représenté par des nodules ou bien des réticulations micronodulaires. On le voit en cas de PID, pneumonie interstitielle diffuse, miliaire, etc. Le troisième syndrome est le syndrome pleural, dans lequel la cavité entre les deux plèvres viscérales et pariétales sera réelle. Par la présence de l'air, donc pneumothorax, ou bien du liquide, donc épanchement pleural, ou bien mixte, hydropneumothorax. Ces deux anomalies comble les cul-de-sac costo-diaphragmatique et elle peut effacer les angles cardiophreniques aussi. Le quatrième syndrome radiologique est le syndrome médiastinal, représenté radiologiquement par une opacité dense homogène à limite externe nette et polycyclée, convexe vers les poumons, et les limites internes efface le médiastin. Le médiastin est divisé en 9 quadrants: supérieur, moyen, inférieur, antérieur, moyen et postérieur. Les anomalies de le médiastin antérieur sont les lymphomes, les adénopathies, les goitres plongeantes et les tumeurs germinales. Pour le médiastin moyen, on a les adénopathies, beaucoup plus latérotrachiales, sarcoïdose, lymphome, tuberculose. Et pour le postérieur, on a beaucoup plus les tumeurs nerveux. Le cinquième syndrome radiologique est le syndrome bronchique, qui est l'affection des bronches, soit par dilatation, ou bien obstruction, ou bien épaississement, ou bien hypersécrétion. Des fois, on ne peut pas voir le syndrome bronchique, mais on le détecte par des signes indirects. Par exemple, la téléctasie après une obstruction bronchique par un processus tumoral. Dans ce dernier cas, on a un signe radiologique et le S inversé de Golden, qui est la limite inférieure des deux opacités de deux tonalités différentes. En cas de dilatation, on a soit dilatation des bronches ou bien l'emphysème. Voilà, j'ai terminé ma vidéo. Généralement, comment interpréter un téléthorax. Je vous remercie de la voir complètement. J'espère qu'elle est utile. Partagez avec vos amis et je vous souhaite le très bon courage. Merci. Fi amanillah. Salam alaikum.